Alors, comme je vous le disais, on va commencer donc la session et la session, elle est enregistrée comme nous vous l'avions annoncé. Alors, bonsoir de nouveau à tous et soyez les bienvenus à mon nom propre et au nom donc de l'association CLE, Centre de leadership et des études du Sahel. À ce webinaire, donc deuxième du genre, qui porte sur la responsabilité et le rôle donc de la diaspora africaine dans les réponses du triple nexus humanitaire développement paix. Alors, moi, j'ai la lourde tâche donc d'introduire ce webinaire et pour moi, ce sera juste de vous présenter l'organisation et voilà, planter le décor et remettre la parole donc à nos panélistes. Il faut dire que CLE, c'est le Centre de leadership et des études du Sahel. C'est une association de droit burkinabé qui donc a son siège le bureau satellite aujourd'hui à Ouagadougou, avec des bureaux un peu partout dans le pays. Et c'est une organisation qui se veut donc de contribuer au développement et au rayonnement international du Sahel. Le Sahel, pour nous, c'est le Sahel central, Burkina, Mali, Niger, mais également le Sahel africain, mais l'Afrique aussi, parce qu'aujourd'hui, l'organisation a, disons, des points focaux un peu partout dans le monde, notamment au Sénégal et bien d'autres pays. Et donc, l'organisation se veut travailler dans toute l'Afrique, dans plusieurs horizons lointains et proches. Et bien sûr, c'est de contribuer à ce développement en tenant compte de toutes les contraintes actuelles liées aux besoins humanitaires. Et pour cela, l'organisation s'est axée sur les approches du nexus humanitaire développement, paix et le partenariat mondial. Il faut dire que depuis sa création, l'organisation met en œuvre un certain nombre de projets et je vais vous parler de deux projets. Le premier, c'est le projet Mon Sahel qui est une vitrine donc numérique et qui est partie d'un constat qui est que les organisations locales aujourd'hui n'ont pas assez accès aux informations dans le monde et vice-versa, le monde entier également n'a pas assez d'informations sur ce que font les organisations locales. Et pour cela, nous avons décidé de mettre en place donc une plateforme qui va permettre cette visibilité-là. Et cette plateforme-là, c'est bien sûr la plateforme www.monsahel.org. Parce que nous, on est assez engagés dans les questions de localisation de l'aide humanitaire. En témoignent beaucoup de webinaires que nous avons pu donc réaliser sur cette thématique-là. Et nous sommes également focus sur les aspects en lien avec les productions de connaissances pour les mettre à la disposition donc des politiques de développement. Donc, à l'horizon clé, je vais être cet espace-là qui va produire des connaissances, renforcer les capacités des acteurs locaux et permettre cette transition-là vers donc l'humanitaire développement et paix. Donc, c'est vraiment une think tank régionale et qui se veut être l'espace où vous pouvez tous venir et contribuer. Alors, le deuxième projet, pour moi, et c'est celui-là qui nous réunit aujourd'hui, c'est le projet Leadership Sahel qui se veut être un espace de production de connaissances avec une série de webinaires sur l'impact donc des évolutions du financement pour les acteurs locaux du triple nexus humanitaire développement paix. Et nous avons voulu donc ce webinaire-là, cette série de webinaires pour discuter de plusieurs thématiques. Une première thématique avait déjà été abordée avec le premier webinaire qui a porté sur l'impact de l'arrêt du financement de l'aide américain pour les acteurs humanitaires. Il s'est agi d'analyser effectivement l'impact perçu et anticipé par rapport à cet arrêt-là. Et aujourd'hui, nous sommes réunis à la faveur donc, du webinaire 2 qui porte sur comment la diaspora africaine peut contribuer, disons, comment cette diaspora peut devenir le levier majeur pour renforcer les capacités et les financements des acteurs locaux du triple nexus. Bientôt, nous allons nous pencher également sur les aspects en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises, mais également sur les aspects en lien avec le partenariat. Pour ce webinaire, puisque c'est celui qui nous réunit, nous sommes allés d'un constat. Il y a le désengagement donc des bailleurs traditionnels qui poussent donc à repenser aujourd'hui à nos modèles de financement
Il y a également le fait que ce n'est un secret pour personne, la diaspora africaine aujourd'hui est un levier stratégique et souvent sous-exploité. Et donc, nous avons la faible mobilisation des ressources de la diaspora, d'une part, une participation marginale peut-être aux actions humanitaires, mais également une absence de mécanismes structurés de collaboration entre diaspora et acteurs locaux. Et pour nous aujourd'hui, il s'agira, comme enjeu, c'est de renforcer ces points-là entre la diaspora et les réalités locales, de pouvoir aussi canaliser l'engagement citoyen de cette diaspora-là, construire des partenariats durables. Et ce n'est pas moi qui vais le dire, mais je pense aujourd'hui que un des rôles ou des responsabilités donc de la diaspora aujourd'hui, elle est morale également envers les communautés d'origine et il faut un plaidoyer international, un transfert de compétences, une mobilisation des ressources pour contribuer. Et ce que nous espérons aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est que l'on puisse faire une analyse partagée du rôle actuel de la diaspora, d'identifier des freins et les leviers d'action, mais également de faire des recommandations concrètes pour une participation stratégique de cette diaspora-là. Et donc, leadership Sahel aujourd'hui, l'organisation clé s'inscrit dans une logique de leadership collaboratif. Et leadership Sahel va te permettre donc, ou se veut du moins, d'être notre réponse collective à l'urgence d'un changement structurel dans le financement de l'aide humanitaire pour les acteurs locaux. Voilà donc ce que j'avais à dire par rapport donc à ce webinaire-là. Et juste terminer en disant que notre principe ici à Clé, c'est que nous avons tous une dette envers l'humanité. Et aujourd'hui, pour Clé, l'ensemble des actions que nous menons, que ce soit nos webinaires, que ce soit nos actions sur le terrain, sont totalement autofinancés et gratuits. Ils ne sont pas commandés par une organisation quelconque. Et aujourd'hui, si vous voulez également contribuer, votre contribution sera celle-là de pouvoir également faire comme nous de façon bénévole, apporter votre contribution à travers le savoir-faire, votre expertise. Et n'hésitez pas donc à nous contacter pour avoir cet espace-là d'expression. Merci à nos panélistes, merci donc à l'ensemble des participants et j'espère que ce panel puisse être également un rendez-vous du donner et du recevoir, des analyses critiques qui peuvent se terminer avec des recommandations concrètes sur l'apport de cette diaspora-là. Ainsi, je vais déclarer ouverte donc la session et donner la parole à notre modératrice, Carole Meda, qui est chargée des partenariats à Save the Children, qui va se charger donc d'assurer la police de cette rencontre en compagnie de nos panélistes. Merci et très bonne session à tous. Aujourd'hui, pour nous parler de cette nouvelle perspective, notamment celle de penser à la diaspora pour le financement de l'aide humanitaire, nous avons deux imminents panélistes, dont le premier sera M. Maxime Bengali. Maxime Bengali, qui est de nationalité burkinabé, c'est une figure du paysage diplomatique et juridique du Burkina Faso. Il est donc juriste de formation et il est diplômé de droit d'affaires de l'université de Ouagadougou. Monsieur Maxime est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures en diplomatie internationale de l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI). À travers sa trajectoire professionnelle riche et diversifiée, il témoigne d'un engagement constant en faveur du secteur public et de la coopération internationale et de la promotion des droits humains. Donc, au fil des années, Monsieur Bengali a pu exercer des fonctions de haute responsabilité et est aujourd'hui disposé à partager avec nous son expérience riche qui va nous permettre de comprendre un peu quelles sont les nouvelles alternatives que nous avons pour pouvoir nous relever de ce vent, de cette turbulence que nous avons tous connue. Je pense pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur humanitaire ont senti passer le vent, notamment de l'arrêt des financements américains et aussi de tous les autres aléas que nous avons connus au cours de l'année 2024 et en ce début de l'année 2025. Donc, nous allons laisser la parole à M. Bengali et à la suite de M. Bengali, il y aura un deuxième panéliste que je vais vous présenter plus tard. Merci, M. Bengali, à vous. Merci, madame. Et
Merci à tous les participants de ce panel. Le webinaire, je pense que c'est quelque chose qui vient à point nommé à partir du moment où Monsieur Diego a expliqué l'achèvement de l'aide humanitaire qui se fait sentir dans le Sahel global, je vais le dire, pas le Sahel global seulement, partout dans le monde où il y a cette nécessité d'avoir cette réponse rapide aux besoins vitaux. En tout cas, l'aide commence à être très rare. Donc, je vais essayer de partager mon écran et puis lancer le PowerPoint. C'est bon? D'accord. Je disais, la première des choses que on peut faire, c'est de commencer à se poser une question. Quand on parle de l'aide humanitaire, le développement et la paix, la co-construction de la paix, à mon sens, en réalité, je ne parlerai pas de paix parce que tout simplement, la co-construction de la paix est quelque chose qui est d'autant utile au niveau humanitaire et au niveau de développement. L'humanitaire, c'est comme je le disais tantôt, la réponse rapide aux besoins vitaux d'une communauté qui est en crise. Et le développement, c'est la concentration sur quoi? Sur le changement, les changements structuraux à long terme. Le long terme, on imagine plus de 5 ans pour améliorer la qualité de vie et réduire la pauvreté. Ceci dit, je, j'espère que, en introduction, comme on le disait tantôt, nous sommes dans un contexte mondial marqué par la multiplication des crises humanitaires, le ralentissement des financements traditionnels et une complexité croissante des dynamiques locales. Il devient impératif de réinterroger les modalités d'intervention et de la solidarité à l'échelle du continent africain, sinon mondial. Face à ces défis multidimensionnels, la diaspora africaine émerge comme un acteur stratégique porteur d'un potentiel considérable tant en termes de ressources financières, de compétences techniques que de capital social. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'avenir du financement des acteurs locaux du triple nexus humanitaire, développement et paix, et en explorant de manière critique et participative la construction actuelle et future des diasporas africaines. Des diasporas africaines, il vise à évaluer leur niveau d'engagement, à identifier les freins systémiques à leur participation, mais également à mettre en lumière les leviers susceptibles renforcer le rôle aux côtés des acteurs locaux. Et lui ça aura l'opportunité de vous donner des exemples assez concrets sur la question. Au-delà de la mobilisation des ressources, il s'agit également d'interroger les responsabilités éthiques, politiques et pratiques de la diaspora vis-à-vis des sociétés d'origine dans une perspective de solidarité durable, équitable et transformante. Ce dialogue est donc essentiel pour construire un partenariat renouvelé fondé sur la complémentarité, l'efficacité et l'approbation locale des actions de réponse. Donc, dans ce plan, nous allons essayer de voir un contexte général. Après, on va identifier un certain nombre de défis et nous allons parler de certains exemples en faisant des comparaisons avec certaines diasporas élaborées et qui ont été à l'origine d'un certain nombre de réalisations à travers leur situation dans l'étranger en mettant en œuvre des actions au plan national. L'Afrique est confrontée à des crises multidimensionnelles, la sécurité, santé, climat, gouvernance. L'aide internationale est sous tension, ça il faut le dire. Les réponses localisées deviennent prioritaires. La diaspora africaine constitue une source stratégique inexploitée dans le triptyque
aide au développement, l'humanitaire et la co-construction de la paix. Un exemple, en 2022, il vous souviendra que les transferts de fonds des diasporas vers l'Afrique subsaharienne ont dépassé le cap de 53 milliards de dollars US, soit davantage que l'aide publique au développement qui n'est pour la région. Mais notre aide que la diaspora envoie souvent l'Afrique est confrontée à l'Afrique subsaharienne a confronté à un problème d'orientation, je vais dire de l'aide au développement. Et c'est cette orientation, comme je le disais tantôt, il y a 53 milliards de dollars US dollars qui ont migré des États-Unis vers l'Afrique et la plupart du temps, cet argent va en réalité dans la construction, comme on l'a dit, des biens meubles, des investissements sur la santé des parents, comme on appelle ça, les acquisitions qui sont souvent des acquisitions de prestige, mais cette aide n'est pas orientée en vérité sur ce qu'on va dire l'aide humanitaire, l'aide d'urgence. La plupart du temps, ce sont des besoins exprimés par les familles. Donc, comment être dans une situation, organiser cette diaspora-là en disant que c'est vrai, on peut envoyer de l'argent, mais comment faire pour pouvoir créer de la richesse lorsque nous sommes dans des situations d'urgence pour que le basculement de l'humanitaire vers le développement soit beaucoup plus facile. Je disais tantôt, en termes de financement, qu'est-ce qui peut se passer? Les transferts de fonds, nous allons prendre un pays comme le Nigeria, les transferts de fonds sont autour de 20 milliards de dollars US, Ghana 4,7 milliards, le Kenya 4 milliards de dollars US en 2022. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de pays francophones qui sont cités ici parce que tout simplement, la plupart du temps, il y a des phénomènes en réalité de captation de cette aide-là n'est pas souvent bien organisé dans les pays francophones. Donc, la création de fonds d'investissement de la diaspora, exemple de l'Éthiopie, ils ont un fonds d'investissement qui est destiné à, comment dire, financer des projets sociaux, l'expertise et le renforcement des capacités. L'engagement de la diaspora dans des programmes de mentorat, d'enseignement et d'éducation professionnelle sont des choses qui sont souvent constatées dans les pays anglo-saxons. Mais les initiatives, par exemple, comme on dit, Homecoming Revolution en Afrique du Sud, par exemple, a été quelque chose qui a vraiment révolutionné les townships, qui ont permis en réalité aux gens d'être dans un certain nombre de conforts. Et ce confort-là est nécessaire pour pouvoir penser au développement parce que dès que tu es dans un petit confort, tu commences à quitter l'urgence en réalité des besoins vitaux et tu commences à réfléchir un peu plus loin dans le moyen à tout le moins et dans le long terme. Donc, dans les innovations et l'entrepreneuriat, on a vu que les diasporas ont souvent été dans des situations où il y a eu des créations de start-up technologies par des Africains. On a également des diasporas qui se sont mobilisés pour envoyer des solutions au niveau santé. Et au niveau de la cohésion sociale, il y a eu dans certains endroits où les médiations sont venues de la diaspora dans la co-construction de la paix et la République centrafricaine, les ressortissants centrafricains en France constituaient un bel exemple. La plupart des trucs que je vais citer ici, si vous allez dans le net, vous pouvez avoir des informations plus détaillées et on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de questions si l'audience voudrait bien. Il y a le soutien aux victimes de violences, les campagnes contre l'extrémisme,
sont menées souvent par les membres de la diaspora. Donc, ceci dit, j'ai essayé de faire un tableau. Je vais partager les slides avec vous, mais j'ai essayé de voir au niveau de la diaspora asiatique en pensant à la Chine et puis à l'Inde, qui est un exemple, qui sont des exemples aboutis. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde le poids économique? La Chine a été considérée comme le continent de la faim. Et la Chine a fait quoi? La diaspora chinoise a été partout dans le monde pour pouvoir en réalité avoir la technologie et faire ce transfert de technologie qui a permis à l'Inde d'être à un certain moment l'usine du monde. Et aujourd'hui, nous sommes en Chine dans le high-tech. Quand on dit intelligence artificielle, la diaspora chinoise, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de continents ou de pays qui soient au-dessus de la structuration. Nous, au niveau de l'Afrique, quand on parle le poids, il y a de l'argent qui vient, mais les forts envois de fonds, mais nous sommes peu structurés. Et quand on parle de poids politique, la faible représentation dans les instances nationales, mais ailleurs, ils ont dédié carrément des ministères au niveau de la diaspora. Au Burkina Faso, nous sommes sur un bon chemin. On a un ministre délégué qui est chargé de la question. Et puis, je pense que beaucoup de pays africains comme le Mali, le Sénégal en tête, je vais dire, quand je parle pays francophones, c'est pourquoi l'exemple qui va être donné par Luis va être le bienvenu et nous montrer à peu près qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau. Et quand on regarde le lien avec les États, on pense que dans l'Afrique au sud du Sahara, il y a cette méfiance et cette manque d'inclusivité au niveau politique qui existe dans certains pays et de façon d'ensemble. Mais quand on prend le cas du Burkina, nous avons le Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger qui est en train d'être mis en place et puis nous avons eu les délégués qui ont été votés et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va peut-être permettre d'orienter l'aide, que nous n'allons pas réfléchir seulement aux questions en réalité de développement, mais plutôt être dans une situation, orienter cette aide-là vers l'humanitaire et prendre des exemples en réalité aboutis dans d'autres pays pour que nous essayions de les appliquer à notre niveau. L'exemple concret de la diaspora nigériane et éthiopienne doit être un modèle que nous allons essayer d'inviter les uns et les autres à suivre parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites à ce niveau et puis qui sont des exemples aboutis qu'il faudra être dans une certaine mesure, dire que nous pouvons prendre ces exemples-là et puis essayer de les appliquer au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Et la mobilisation pour le développement, enfin, les initiatives individuelles et associatives existent, mais ces initiatives individuelles et associatives doivent avoir des articulations. Au lieu que chaque micro-association essaye de faire des choses, mais d'avoir une fêtière qui permet aux gens, en réalité, de faire les choses ensemble. Quand on regarde qu'il y a une association qui évolue dans un domaine, on essaie de voir, par exemple, Clé va dans le leadership dans les études au Sahel. Les autres associations qui veulent en réalité bénéficier en réalité des études de Clé n'ont pas besoin encore de réinventer la roue ou aller faire de nouvelles études pendant que vous avez une banque de données qui est là. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il y ait des programmes en réalité de sensibilisation, des programmes en réalité d'inclusion au niveau local d'un certain nombre d'associations et puis qui sont là à ne pas faire des doublons. Ceci dit, je pense que en point 4, nous allons essayer de voir quels sont les défis spécifiques que la diaspora africaine a besoin de relever. Parmi ces défis-là, et les challenges que nous avons identifiés, c'est l'absence de politique nationale structurante. Je veux dire qu'il ne faut pas que peu de stratégie, je vais dire, gouvernementale pour mobiliser. Au Burkina Faso, on peut se féliciter en réalité de la mobilisation pour la co-construction de la paix où en réalité il y a des prélèvements sur des revenus structurés et puis il y a des donations volontaires qui sont orientées vers l'effort de paix, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait cette volonté nationale qui doit être structurante et, par exemple, prendre en compte de façon spécifique l'humanitaire. Deuxièmement, il y a la méconnaissance
des mécanismes de financement humanitaire et de développement. Donc, il y a un travail de fond qui doit être fait au niveau des mécanismes de financement humanitaire et de développement et voir que, en réalité, la co-construction de la paix est nécessaire aussi bien dans le domaine de l'humanitaire que dans le domaine du développement. Il y a un manque de confiance réciproque entre États africains et diaspora parce que la plupart du temps, les populations de la diaspora, quand ils viennent, c'est des vacances. Un mois, 2 semaines, la plupart du temps, ils veulent faire les choses ici, maintenant, vite et bien, mais il y a souvent une bureaucratie qui empêche les choses d'aller assez rapidement. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Le conseil qu'on peut donner à certaines structures comme Clé, tous et les structures qui sont présentes ce soir-là, c'est d'avoir des démarches envers les structures et des associations de la diaspora pour des choses pour ne pas être dans une situation où en réalité il y a des intentions de bonne volonté, il y a des expressions de bonne volonté pendant un séjour de 2, 3 semaines et qui reste nettement aussitôt que ces personnes, nos frères de la diaspora, retournent là-bas, retournent dans leur pays d'accueil parce qu'ils sont occupés à autre chose. Donc, il faut que nous essayons d'avoir cette confiance entre les locaux, entre les nationales et les nationaux et les personnes de la diaspora. Donc, la fragmentation interne de la diaspora selon parfois, bon, on va dire les lignes ethniques, politiques ou religieuses. Moi, je me dis que lorsqu'on parle de développement, on va parler de nation, on parle de pays, on parle de régions, on ne va pas parler en réalité d'individualité ou bien en réalité de position personnelle. Non, non, non. On regarde, on est en train de construire, pas pour nous, pour l'avenir, pour nos enfants, pour le devenir d'un pays, d'une région. Donc, à partir de ce moment, il y a un certain nombre de considérations qu'on va faire tout pour pouvoir aller au-delà. Parler du rôle dans le nexus, je vais dire, humanitaire, développement et paix, nous avons quelques points qu'on peut lancer comme pour lever les liens. Quand on parle de l'humanitaire, l'appui en situation de crise. Bon, la maladie à COVID-19 nous a fait comprendre que bon, nous sommes dans une situation que les nouvelles technologies, notamment en réalité les Zoom meetings et autres, il y a des gens qui n'avaient pas confiance en ça, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ces Zooms sont des monnaies courantes et nous avons vu que la diaspora a fait des envois de médicaments. Lui, si tu peux couper ton micro, envoi de médicaments, équipements médicaux, l'aide alimentaire, etc., etc. Et la diaspora soudanaise, par exemple, est un bon exemple dans ce sens. En matière de développement, il faut penser à des projets éducatifs. Donc, c'est des choses qui doivent être organisées. La technologie, l'agriculture et puis tout ce qui a comme portée d'ensemble où on peut avoir les échanges des bonnes pratiques entre nous et les frères qui sont au dehors. L'exemple des Ghanéens de la diaspora ont permis de la diaspora américaine, la diaspora ghanéenne qui est aux États-Unis, d'investir dans des écoles et puis des cliniques rurales. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer en matière de paix? Lorsque nous avons une réponse à cette réponse, comment on appelle ça, d'urgence, et le développement, quelque chose qui va être de façon structurée, voire le long terme, nous pensons que la construction de la paix peut impliquer la diaspora dans les questions de médiation parce qu'ils peuvent constituer un lobbying et le lobbying fait par la diaspora juive est quelque chose d'extraordinaire et que tout le monde en parle aujourd'hui et comment nous autres Africains au sud du Sahara, nous n'allons pas nous organiser en tenant compte en réalité de ce type de diaspora. Les plaidoyers pour la démocratie, bon, les gens disent les droits humains, la diaspora congolaise et centrafricaine a fait un travail magnifique là-dedans. Et donc, pourquoi pas au niveau du sud du Sahara. La participation dans la diaspora, dans certains forums, peut être un moyen pour les sensibiliser dans leur rôle, dans leur contribution.
Donc, les pistes d'action que nous pouvons voir rapidement pour ne pas mobiliser trop la parole, les pistes d'action que nous avons identifié 5 pistes d'action. Investir dans des cadres formels de dialogue diaspora-gouvernement dans un premier temps. Si ça c'est fait, les comités consultatifs et puis des conseils consultatifs, si ça peut se multiplier, ça peut être quelque chose de bien. Et puis les ONG comme clé peuvent être dans les devants pour pouvoir créer en réalité ce genre de dialogue. Nous avons la nécessité de création de fonds de financement dédiés au nexus humanitaire paix et développement, de former les organisations de la diaspora ou mécanismes et coordination humanitaire et de développement. Quatrièmement, promouvoir les synergies entre diaspora africaine et locale. Et enfin, s'inspirer des modèles asiatiques que je trouve extraordinaires, qui sont allés au-delà de l'humanitaire. Chine, continent de la grande faim, et puis Chine, continent de haute technologie de nos jours. Donc, pour conclure et ne pas prendre trop de temps, plus de temps, je pense que la diaspora africaine se doit d'être plus vue, pas uniquement comme une source de transfert financier, mais comme un acteur politique, économique et social dans un premier temps. Ensuite, renforcer son implication dans les réponses, pas seulement humanitaires au niveau famille, mais structurées humanitaires au niveau local, national, développement et puis vouloir être dans une situation où ils doivent s'identifier et se féliciter d'avoir des rôles en matière de médiation. Et enfin, je pense qu'il est temps de passer à un engagement informel pour aller dans l'institutionnalisation de la contribution diasporale. Je vous remercie. Je voulais présenter enfin la déclaration d'Istanbul, mais je vais laisser ça à la fin. Après, et si le temps nous permet, on peut jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense que la diaspora, et que ce soit au dehors et puis nous qui sommes à l'intérieur, quand nous sommes dans la barque, il faut que quelqu'un accepte en réalité de se tourner pour qu'on pagaille dans le même sens. Et je pense que les frères et sœurs de la diaspora le feront si et seulement nous, au plan national, nous commençons à aller vers des webinaires, ce que Clé est en train de nous proposer ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bengali. Merci infiniment pour ce partage très édifiant et très passionnant. On a pu le voir à travers l'expérience que vous avez pu partager avec nous. Sans plus tarder, et puis nous permettre de rattraper un peu le temps, nous allons passer au deuxième panéliste qui est Luis Dieng. Luis Dieng, si tu peux te reconnecter, j'avais dû couper ton micro et ta caméra. Si tu peux te reconnecter. Alors, je vais t'introduire rapidement. Donc, ok, d'accord. Je me reconnecte. Voilà. Ok. C'est bon? Super. Oui, c'est bon, on t'entend. Je crois qu'on te voit pas encore, mais on t'entend. Donc, Luis Dieng est un IT Project Manager. Il est de nationalité sénégalaise et il vit à Zurich en Suisse. Luis Dieng est un panafricaniste dans le cœur. Il est très soucieux des problématiques de l'Afrique. Il est un fan de Bob Marley dont il tire sa source idéologique. Donc Bob Marley disait « Ne laisse personne te priver de tes droits. N'arrête pas de te battre pour ce à quoi tu crois. » Avec cette passion, lui a pu explorer plusieurs expériences qu'il va certainement partager avec nous aujourd'hui afin que nous puissions être édifiés davantage sur toutes les possibilités qui existent et sur les différentes alternatives dont a parlé Monsieur Bengali. Merci, Luis, à toi. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci, camarade Ben. Je pense que tu as édifié toute la largeur de ce que la diaspora doit effectivement faire pour permettre à une connexion entre ce que j'appelle le local et l'extérieur. Comme ça, je vais bien statuer les choses. Désolé, peut-être des fois, j'aurai un défaut de langage parce que c'est l'informatique, donc je vais faire des corrélations un peu genre de langage comme ça.
Et si mon français tâche un peu, vous m'en excusez parce que j'ai habituellement beaucoup le temps beaucoup l'habitude de parler, beaucoup anglais ou de allemand. Voilà. Donc, pour commencer, en fait, moi, je vais aller directement sur la question principale, oui, qui était le RSE dans l'humanitaire développement, opportunités et défis pour l'engagement du secteur privé. Et parlant de la diaspora, comment la diaspora peut justement être un facteur de développement, un parmi les autres facteurs. Parce que je vais essayer de partager mon écran si ça réussit, tant mieux. Yes, c'est sur ma tablette, donc voilà. Share the screen, let's go. No, I don't want this one. Excusez-moi, je me permets de... Ok, ça va pas marcher. Ça va être compliqué. Donc, oui, le secteur, la diaspora, en fait, pourquoi nous avons des problèmes à nous, au niveau du pays? Parce que c'est l'ensemble de l'Ouest Afrique que je connais le mieux, qui est la diaspora la plus ou moins organisée. Parce que si c'est la diaspora ethnique, elle est très bien organisée, elle est bien structurée, elle est bien encadrée. Mais de son côté global, elle est déstructurée, c'est des agrégats d'individus. Et à ce niveau-là, pourquoi? Parce que simplement qu'il y a une crise de confiance et une crise d'objectivité. Et puis aussi, il faut dire que la diaspora aussi, elle est bien vaste dans son pouvoir économique. Parce qu'il y a ceux qui ont les moyens et puis il y en a qui survivent et il y en a qui ont peu de moyens. Et dans tout cela, on ne pourra pas mettre tout le monde dans le même package pour faire des acteurs de développement. Donc, ça veut dire que, plus ou moins, quand vous avez le ventre creux et puis à aller chercher, aller travailler, il est difficile de s'engager dans des organisations caritatives ou humanitaires, des choses comme ça. Donc, ceux que vous allez voir le plus souvent s'inscrire dedans, ce sera des gens qui ont des positions stables, ce sera des étudiants qui sont quand même comment on appelle ça encore, ils sont fervents de tout ce qui est la vie associative et puis connaissent l'engagement et puis l'intérêt de la vie associative. Et pour cela, donc, c'est difficile des fois, en fait, pour nous qui sommes en fait de la diaspora, de être ensemble dans ce sens-là. Pourquoi en fait on a une crise de confiance au niveau du pays? Simplement, je vais la structurer ainsi. Nous avons tenté plusieurs fois de faire des investissements parce que ici on est en individu. Alors quand on est au pays, souvent, il faut penser que la personne qui veut rentrer au pays, qu'est-ce qu'il a la priorité en premier? C'est on lui dit, faut faire quelque chose pour que la famille puisse être à l'aise. Ça veut dire quoi? Construire une maison, ça veut dire quoi? Essayer de créer une petite boutique ou bien des choses comme ça selon les moyens des personnes pour permettre à la famille de subvenir aux besoins social standard, genre aller manger, des choses comme ça, de telle sorte que les besoins basiques needs pour la maison, de telle sorte que lui, il puisse comment on appelle, se soulager au niveau de sa vie à l'étranger. Et donc, de ce fait-là, pour que lui maintenant, pour qu'il puisse s'engager, c'est-à-dire qu'être un relais de pouvoir économique, il faudrait le mettre dans un circuit. Et dans ce circuit-là, c'est le gouvernement qui peut inciter ça. Parce que les associations ici, ils ont qu'un rôle. Par exemple, moi, je vous parle, je suis membre de, allez, on va dire, 3 ou 4 ou 5 associations comme ça. Donc, il y en a un qui est à Zurich, c'est dans le domaine social, c'est-à-dire que ce sont les Sénégalais de Zurich qu'on regroupe, on organise pour les fêtes religieuses et les fêtes culturelles, voilà. Et deuxièmement, il y a le côté un peu investissement. Je suis dans une autre organisation, investissement, et je suis dans une autre organisation pour la défense panafricaine, et je suis dans une autre organisation qui concerne ADDI, qui est de la diaspora américaine. Et j'ai aussi mon propre organisation aussi au Sénégal qui soutient beaucoup les femmes dans le domaine justement de l'investissement
et de l'accompagnement. OK. Donc, pour vous situer un peu le puzzle que j'ai un peu en activité, donc, sans oublier, je suis aussi membre de Sahel Academy. Donc, ça, vous voyez. Donc, toujours, ça incite dans le développement. Donc, pour vous situer, alors, donc, si je reviens à mon canal, donc, je veux dire que comment on peut structurer la diaspora de telle sorte qu'il puisse être un acteur majeur d'un relais de développement. Donc, il y a la première phase, dire que la diaspora, il faut l'inciter. Comment l'inciter? C'est-à-dire qu'une organisation locale, prenons votre organisation locale clé, maintenant, qui incite peut-être le gouvernement à ouvrir ce qu'on appelle des structures d'accueil, d'accompagnement de la diaspora dans le domaine de l'investissement. Une structure d'accueil, ça peut être la maison des Burkinabés de l'extérieur ou bien qui est coachée, gérée par le ministère des Affaires étrangères, qui permet de capter des ressources en disant que voilà ce que va faire le gouvernement, accompagner les gens qui ont des projets, qui sont prêts, des choses comme ça, et qui sont des projets à impact social, genre employabilité et financièrement, tout ça. Voilà les packages de projets qui sont, ou bien vous, qu'est-ce que vous amenez comme projet? Et là, on peut vous accompagner dans des projets, que ce soit le partenariat privé-public, de telle sorte que ça puisse matcher pour pouvoir avoir de l'impact. Parce que c'est comme ça que ça peut marcher. Parce que, ou bien la diaspora panafricaine. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est amoureux du Burkina Faso. Tout le monde a envie de faire quelque chose au Burkina Faso. C'est aussi un relais. Et deuxième chose, il y a au niveau de l'État qui est incitatif, l'État qui est le cadre juridique, l'État qui est le cadre fiscal. Maintenant, les privés, ce sont les banques. Les banques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce côté de incitatif, c'est-à-dire que ouvrir aussi la caisse au niveau de la diaspora en disant que vous pouvez, par exemple, mensuellement, quand vous virez de l'argent à vos familles, au lieu de le faire, mais virez-le dans un compte bancaire. Et puis ce compte bancaire, c'est un compte qui est commun à tout le monde, de telle sorte que maintenant, ce compte puisse financer, parce que la banque génère de l'argent dans ce compte, c'est-à-dire que c'est une caisse de dépôt qui génère des fonds, et puis qui peut être mismatché avec soit un acteur local qui est, par exemple, porteur de projet, dont moi, je vais être un mentor. Donc, ce mentor-là, qu'il valide ce projet qui est pour lui intéressant. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on finance le projet qui va être mentoré par une personne de la diaspora dont lui, il est un investisseur. Donc ça veut dire qu'il y a le concours de la banque et puis le porteur de projet et la personne de la diaspora est sérieux à faire son investissement, toujours sous la tutelle du gouvernement. Pourquoi? Parce que on a l'exemple souvent des gens, quand ils font de l'investissement, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de, comment on appelle ça encore, s'il n'y a pas de visibilité dans la fonction, comment on dit, une fonctionnement, how is work, comment l'entreprise fonctionne. Donc, dans ce cas de figure-là, comment dirais-je encore, ça peut être problématique parce qu'une personne qui n'est pas contrôlée, qui n'a pas le, comment on appelle ça encore, le background de la gestion financière du capital, et puis le rendement, et puis la productivité, et puis la génération de bénéfices, et puis le recherche et développement pour l'amélioration de la chose, s'il n'a pas ces moyens intellectuels-là pour être cadré, donc forcément, l'entreprise va aller en échec. Donc ça, c'était pour situer un peu ce cadre, ce schéma qui permet en fait de définir pourquoi la diaspora, dans quel cadre on peut nous inciter à être des acteurs de développement. Maintenant, si je viens dans les cas d'école, OK. Comment ça, ce que je vous ai expliqué, c'est exactement ce qui a été fait, sauf le concours de l'État au niveau de la région de Kaolack. Parce que nous sommes regroupés en acteurs en disant que oui, voilà, on est à peu près une vingtaine, trentaine d'individus. On va faire ce qu'on appelle, qui sont divers dans l'Europe et aux États-Unis. On va faire ce qu'on appelle avec le concours de CGF Bourse. C'est une banque d'investissement qui capte des fonds et puis pour les investir dans la bourse africaine, le BVA, BVRMA. Et puis, cette banque d'investissement, en fait, il nous a ouvert dans un compte au niveau de CGF ce qu'on appelle
un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, maintenant, chaque individu a le devoir de mettre un certain montant dans son compte qui lui est propre à lui, donc ce qui devient un compte-titre. Maintenant, avec ce compte-titre, maintenant, les projets sont présentés, genre par exemple des agriculteurs de Kaolack, comme une organisation, une ONG de Kaolack, a sollicité par exemple par l'intermédiaire d'une personne qui était membre du groupe, à vouloir acheter du matériel agricole pour faciliter l'agriculture. Ben, écoute, bon, chacun des membres qui est cotisant à CGF Bourse a dit que bon, moi, je peux participer à 2 millions. L'autre, il peut participer à 1,5 million. L'autre, il peut participer à 3 millions. C'est-à-dire que c'est comme sous la forme d'actionnariat. À partir du moment que chaque personne décide de dire que voilà, je participe à un tel montant, mais maintenant, ce montant-là a été alloué à travers CGF Bourse dont les acquéreurs ont ouvert aussi un compte. Maintenant, aller acheter ce tracteur-là. Et maintenant, quand ils ont acheté ce tracteur-là maintenant, l'exercice du travail, tout ça, bien que nous sommes des contrôleurs, et aussi maintenant, on est remboursé parce que mensuellement, la personne rembourse l'argent au niveau de CGF qui le dispatche sur nos comptes bancaires. Et c'est comme ça que ce projet a marché. Et puis, jusqu'à ce que, bon, certains ont quitté parce que le projet continue. Aujourd'hui, les gens, ils ont l'argent, ils ont remboursé l'argent et ça marche. Y a des cas, par exemple, aujourd'hui, par exemple, je suis dans un deuxième cas où il y avait ce qu'on appelle sur le domaine de l'hygiène publique. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'était il y a à peu près 5 ans comme ça, j'avais vu que dans les rues de nos quartiers, c'était très sale. OK, moi, j'ai dit que bon, les jeunes sont au chômage, beaucoup de jeunes. Maintenant, j'ai dit, étant donné qu'il y a des jeunes qui sont là, des groupements des jeunes sportifs, des groupements des jeunes femmes qui sont dans des trucs religieux, des choses comme ça, ben écoute, vous vous mettez ensemble. Maintenant, on va savoir comment on peut nettoyer le quartier, genre ramassage des ordures. Maintenant, on a délimité notre zone de quartier. Voilà. Et maintenant, chaque personne membre est partie dans la zone où elle habite et puis démarcher à peu près une vingtaine, trentaine de personnes dans sa localité. Maintenant, ayant fait tout cela, j'ai constitué ce qu'on appelle une base de données. Et sur cette base de données, j'ai calculé maintenant pour chaque famille qui donnait une participation de 2500 ou 3500 par mois jusqu'à 4000. Maintenant, le revenu que ça a généré, ça a permis de dire que oui, voilà, il y aura un fonds de roulement de temps, il y aura des charges de temps, il y aura des salaires de temps. Et maintenant, moi, fonds propres, j'ai acheté un premier véhicule pour pouvoir organiser ce ramassage-là. Et puis, ça a marché pendant 1 an. J'ai racheté un deuxième véhicule pour pouvoir continuer l'affaire. Et maintenant, c'est dans ce cas de figure-là, j'ai fait ce qu'on appelle l'erreur d'absence de contrôle de gestion. Pourquoi? Parce que simplement un rendement, quand comment on appelle ça encore, un business commence à prendre de l'ampleur, de la valeur et de la productivité, maintenant, certains, le démarchage sous-marin, ils sont partis dans leur zone, certains, aller dire aux gens, vous me payez moi-même et moi, je m'engage, je vais faire le ramassage de jours et puis l'entreprise n'encaisse pas l'argent. Et c'est comme ça que ce projet-là, qui générait à peu près chaque individu, il y avait à peu près 16 personnes. Chaque 16 personnes avaient en moyenne par mois 38 à 42 000 francs. Et ça a permis un projet qui a fonctionné, mais qui est tombé à l'eau parce que des gens mal intentionnés ont fait capoter le projet. Donc, un peu pour résumer la chose, peut-être je vais m'arrêter là, un peu où quand il y aura une question, je peux reprendre certaines choses. Et pour dire, en fait, voilà comment moi je trouve et je vois le futur de la diaspora au niveau de l'investissement et de l'impact social dans l'investissement local dans nos pays Sahel, en fait. Voilà, je laisse la parole. Si la modératrice a quelque chose de précis, je suis toujours ouvert. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Luis. Merci infiniment pour ce partage d'expérience qui était riche et qui nous a permis de compléter un peu avec le partage de M. Bengali. Donc, ce qu'on peut retenir de façon générale, c'est que il y a pas mal d'alternatives, il y a pas mal de possibilités
Et d'autant plus que ces possibilités ont été testées par plusieurs communautés dans différents pays et qui a marché. Louise, tu nous as aussi parlé des différentes possibilités qui existent d'abord à travers le type d'activités ou on dirait, oui, d'activités dans lesquelles les membres de la diaspora sont investis pour leur pays. Donc, on peut citer notamment les différentes associations auxquelles elles adhèrent ou bien qu'elles ont créées. Il y a aussi les différentes entreprises ou bien les investissements qu'ils ont mis en place. Et tout ça, ce sont des moyens qui permettent d'investir ou bien comment je vais dire, de contribuer en fait au développement de chaque pays. Donc à travers cela, nous voyons que nous avons des opportunités qui s'ouvrent à nous et sur lesquelles on peut se lancer pour pouvoir financer un peu ou bien pour pouvoir explorer d'autres possibilités de financement de l'action humanitaire pour nos différentes communautés. Mais vous avez aussi relevé qu'il y a des défis que M. Bengali a aussi relevés. Donc, le premier défi qu'il a relevé, c'est le manque de structuration. Le deuxième, c'est le manque de confiance qu'il y a entre les membres de la diaspora et les différents États. Et vous êtes revenu de façon spécifique sur ça, avec quelques erreurs que je pense la plupart des membres de la diaspora commettent, c'est le manque de contrôle. Le manque de contrôle sur leurs actions sur le terrain, parce qu'on se dit, bon, on veut aider, donc on ne prend pas en fait certaines précautions en plus. Et ça, ce sont vraiment, je pense, sont des opportunités que nous, les acteurs qui sont directement dans les pays d'origine, peuvent exploiter, peuvent mettre en valeur pour pouvoir faciliter et pour pouvoir accompagner les membres de la diaspora à contribuer au mieux au développement de leurs communautés respectives. Donc, pour ne pas refaire la présentation des panélistes, je vais m'arrêter là. Je pense que c'était un résumé assez bref et succinct de ce qui a été dit. Je vais m'arrêter là et puis permettre à quelques personnes d'intervenir à travers des questions ou des commentaires. Ensuite, nous allons voir ce qui a été dit dans les différents messages et puis nous allons revenir à une deuxième session de questions qui ont été qui seront posées par les participants. Merci à vous pour ceux qui ont des questions pour nous. Merci. Peut-être pour aller aussi dans le sens des questions, je voudrais aussi voir avec Luis et René Bengali comment vous voyez aussi, j'ai vu, vous avez beaucoup parlé en fait des approches individuelles entre les différents ressortissants d'État, c'est-à-dire des ressortissants sénégalais vers le Sénégal, des ressortissants nigérians vers le Nigeria, des ressortissants burkinabés vers le Burkina. Est-ce qu'il y a aussi des exemples que vous avez aussi d'expériences vécues de co-réalisation d'une vision commune de la diaspora vers un ensemble de pays ou vers un ensemble de thématiques qui peut être élargi comme un fonds, qui peut être africain de la diaspora des États-Unis vers 3 pays ou 4 pays. Et bon, peut-être que ce sera l'occasion aussi de partager un peu sur quel modèle est bâti, par exemple, l'idée de Sahel Academy dont vous êtes tous les deux partisans, où j'ai observé quand même qu'il y a une présence de capacités en fait sur plusieurs pays qui sont concentrés sur une approche collective. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça que vous avez, dont vous avez connaissance, qui peuvent permettre en fait à l'audience aussi de voir comment vous voyez les autres développements interafricains au-delà des individualités nationales. Et à côté aussi, je suis curieux aussi de comprendre aussi l'expérience des différents participants à ces panels, aussi de leurs différentes expériences de diaspora et de leurs différentes expériences de travail à partir de leur pays et en lien avec des communautés en fait du pays résidant à l'extérieur. Je voulais tourner la parole avec mes remerciements.
Ok, merci Monsieur Bengali et Luis. Peut-être vous pouvez déjà commencer par ces questions. Ensuite, La rencontre s'est effectuée comment? Moi, je suis diplomate de carrière et nous avons remarqué un certain nombre de phénomènes. Notamment, on appelle la diaspora de tout notre vœu pour venir investir au Burkina Faso, pour investir dans les pays africains de façon d'ensemble. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a souvent pas un cadre qui est fait pour eux. Cause pour laquelle cette initiative, ça a été une initiative, je vais dire, un peu mixte. Moi, je suis consultant senior pour Sahel Academy et membre du conseil d'administration, étant donné que et nous voulons faire quoi? Genre une bourse en réalité d'industrie, l'industrie dans le sens du travail. Une bourse où les compétences de la diaspora peuvent rencontrer les compétences nationales ou locales et permettre à ces personnes de venir main dans la main avoir une articulation en fonction des domaines. Nous n'avons pas ciblé des choses directement, mais nous, on pense que l'éducation est la première des choses qui doivent se faire. Et nous avons nos frères et sœurs qui ont appris des choses, qui ont de la compétence et qui ont de l'expertise et de l'expérience. Et au plan national aussi, souvent, les gens ne comprennent pas, ceux qui sont dehors, ne comprennent pas exactement les besoins. Donc, sur le plan national, nous avons de l'expertise et de l'expérience aussi qui est là. Mais comment faire matcher ces deux groupes-là a été un peu l'idée de départ pour créer Sahel Academy. Et Sahel Academy part de cette idée où on dit que les aînés ont de l'expérience. Nous, on commence à être dans une situation où nous ne pouvons pas dire que nous avons cette expertise de l'intelligence artificielle jusqu'à un certain degré. Les informaticiens d'aujourd'hui et les informaticiens d'hier, il y a une très grande différence. Il y avait des accessibilités limitées de par le passé, mais aujourd'hui, on a une certaine forme d'accessibilité à partir du moment où on a les net, où on a la connexion, il n'y a pas ce qu'on ne peut pas apprendre. Donc, cause pour laquelle on dit non, l'expérience des aînés, des seniors, qu'on va combiner avec l'expertise de la jeunesse pour que nous grandissons ensemble. Et du coup, a posé la question, mais il était là au début de la création de Sahel Academy. Il a accompagné, Clé a accompagné, c'est notre partenaire traditionnel en réalité dans toutes les activités que nous sommes en train de mener. Et aujourd'hui, lorsqu'on questionne en réalité l'aide humanitaire à partir du prisme de la diaspora, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il ne faut pas que nous ayons l'impression que le fait qu'il y ait la suspension de certains financements au niveau de USAID, ça va revenir, ça ne va pas revenir. C'est à nous d'être imaginatifs, de créer des structures comme Luis a donné comme exemple. Et dans ces structures-là, Mme Carole l'a relevé, comment avoir un contrôle drastique là-dessus pour que l'humanitaire qui a commencé bascule vers le développement. Et je pense que peut-être il ne va pas le dire jusqu'au fond, mais il y a des moments, il y a des initiatives qui commencent, au lieu que ce soit l'initiative d'intérêt général, ces initiatives-là sont récupérées par un, deux, trois personnes qui créent une entreprise, mais ils n'arrivent pas à continuer très souvent parce que ils pensent que, bon, nous sommes en train d'élever le niveau, on est en train d'élever la structure, mais ils élèvent la structure en l'amputant d'un bras ou d'un pied. Donc, ça devient une structure handicapée. Mais si on restait ensemble, qu'est-ce qui allait se passer? De lui, il aura ses amis, de ses amis, il y aura des bonnes volontés qui vont commencer à travailler dans ce sens et de telle sorte qu'on crée en réalité une entreprise, des startups comme on le dit souvent, qui permettent à la jeunesse en réalité de ne pas être là à tendre les mains seulement, mais à être dans une situation où on les a donné un levier pour qu'ils rentrent dans le monde économique, pour qu'ils rentrent dans un monde où ils doivent pouvoir se prendre et que l'entreprise continue de fonctionner. Bon, ça c'est juste un petit mot que je voulais dire. Pour Sahel Academy, on dit
la porte est ouverte et quels que soient les besoins, on arrive à combiner. C'est vrai qu'on a un certain nombre de personnes, notamment au niveau de la diaspora américaine, mais on ne va pas se limiter à là. Lui, c'est en Europe et puis on a des amitiés aussi qui sont dans le continent. Donc, on essaie de voir comment, en réalité, on essaie de mettre nos amitiés et les structures de la diaspora au service en réalité de tout ce qu'il y a comme entreprises structurées, non structurées, organisations de la société civile et des personnes qui sont en réalité dans un certain nombre de besoins, notamment en réalité l'éducation à distance qui est quelque chose qui nous tient à cœur pour pouvoir faire face un tant soit peu au défi sécuritaire qui est le quotidien des déplacés forcés. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la question de M. Deco. Luis, si tu as quelque chose à compléter. Bon, si je vais ajouter, ça va être quelque chose de léger parce que juste pour, voilà, tu as ouvert un peu une brèche qui m'a permis de penser juste là où clé peut être ce qu'on appelle un organisme de confiance. C'est-à-dire, je vais schématiser ou prendre un exemple concret. Moi, par exemple, je veux investir au Sénégal ou bien au Mali. Je ne connais personne, j'ai mon projet, j'étais à la chambre de commerce, partout j'ai fait mon business plan, tout ça, et j'ai un business plan, genre j'ai un plan d'affaires qui peut être grandir positivement dans 2 ans, 3 ans sans problème. Par contre, il me manque ce qu'on appelle quelqu'un de confiance. Le clé peut se charger de l'expertise de confiance et de contrôle pour permettre à garantir que quelqu'un qui fait son investissement, c'est pas une garantie, c'est juste une surveillance et puis une accréditation de la personne qui lui donne ce pouvoir de dire que nous, on lui contrôle, on lui fait le reporting de ses affaires par rapport à un consentement mutuel, un assessment qui permet de dire que l'argent qu'il a investi, même s'il a un DG qu'il a nommé, le DG a devoir de rendre compte à l'organisation qui est clé. Clé, lui, donne le reporting aussi à l'investisseur. Comme ça, lui, il ponctionne peut-être 2% du chiffre d'affaires, des choses comme ça, qui est versé dans sa caisse, que ce soit dans le domaine entrepreneurial et en même temps permettant aussi de faire de l'audit pour localement, pour aussi voir ce qui est éventuellement investissable au niveau local du pays, que eux, ils peuvent dire que, par exemple, des membres de la diaspora, ah tiens, on a une opportunité d'affaires qui est, par exemple, investir dans des tracteurs ou bien investir dans les mines d'or. Vous aurez besoin de temps. Et puis, cette somme-là, si vous l'investissez, nous, on est en cas de surveillance. On n'est pas des investisseurs. On est là pour justement faire marcher l'humanitaire. Mais l'humanitaire sera ponctionné, par exemple, sur le chiffre d'affaires de 2%, qui sera peut-être déductible d'impôts fiscalisés, genre que le gouvernement lui-même donne crédit à clé pour faire ce genre d'action. Voilà ce que j'appelle un peu ce que le gouvernement donne comme prérogative, quelque part, comme une sorte d'agrément pour permettre à ce genre d'organisation de s'autofinancer pour pouvoir financer, soutenir, aider au niveau de tout ce qui est humanitaire. Voilà un exemple de schéma qui est peut-être duplicable à tous les niveaux parce que ça marche. OK, merci, je laisse la parole. OK, merci beaucoup, Dieng, merci beaucoup, M. Bengali. Je pense que vous avez... Oui, vous voulez ajouter? Voilà, si je voulais continuer l'exemple concret en réalité que Luis a donné tout de suite. Par exemple, les gens sont dans l'urgence humanitaire pas parce qu'ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de compétences la plupart du temps. Ils sont obligés de quitter leur lieu de principal établissement pour aller chercher havre de paix. Et en allant chercher havre de paix, on va dire qu'il y a cette magistrature de confiance-là, ils ne l'ont plus. Quand ils ne l'ont pas, les organismes humanitaires, là, lorsque on essaie d'avoir des outils de production pour eux, ça peut être quelque chose qui peut être garanti par des organismes qui connaissent les terrains, qui ont étudié les terrains, qui connaissent l'humanitaire et qui permet en réalité de porter cette magistrature d'influence aux groupes vulnérables qui vont quitter en réalité cette précarité pour rentrer dans un
dans une structure formelle ou dans une structure qui est crédible, qui permet à ce que ces personnes vulnérables-là reviennent dans une certaine forme de décence et que, en plus de ça, il y a une entreprise qui est créée et on a matché des gens qui permettent d'aller de l'avant et de quitter l'humanitaire pour pouvoir aller sur les questions de développement. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'on a aussi d'autres questions qui sont dans le chat. Il y a Madame Kadidiatou Sawadogo. Je ne sais pas si vous voulez intervenir directement ou si vous préférez que je lise votre commentaire. Vous pouvez aussi intervenir directement si vous voulez. Merci à Monsieur Bengali. J'espère que je prononce bien. Et Monsieur Luis Oui, pour merci. cette belle présentation, vraiment très riche. Je suis très satisfaite de tout ce que j'ai appris ce soir. Et je voudrais, pour moi, c'est pas une question en fait. Je voudrais peut-être, je me disais que la diaspora n'est pas impliquée avec le gouvernement parce que ils n'ont pas, peut-être que les gouvernements ne présentent pas le bien fondé de la chose. Parce que si on a la preuve que la diaspora investit à grande échelle dans nos pays africains, mais c'est de façon personnelle. Et la sécurité de ces investissements-là dépend de la sécurité même de ces pays-là. Donc, si les gouvernements expliquent, par exemple, à la diaspora que pour sécuriser vos familles et pour sécuriser vos investissements, il est nécessaire que vous puissiez contribuer à la sécurité, à la paix et au développement de ces pays-là. Et en même temps, ça contribue aussi à structurer. Comme vous l'avez dit, il faut un devoir de structuration pour pouvoir les impliquer parce que personne ne viendra investir dans le développement si à long terme, il n'y aura pas de résultat. Cette confiance en la politique, là, cette implication-là, ça a besoin aussi de structuration. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sawadogo. Merci, Monsieur Bengali. Merci, Monsieur Luis. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je crois à Monsieur Osamipe qui avait levé la main qui a ensuite baissé. Je ne sais pas si c'est sans objet ou finalement, il préfère ne plus commenter. Ok, allez-y. Oui, je suis M. Eric Mukamba Kikukama depuis la République démocratique du Congo, dans la province de Kivu, précisément Bukavu, là où il y a toujours des choses que vous attendez de guerre par-ci par-là, avec les coalitions qui se trouvent ici, M23 et le Wazalendo, que vous entendez chaque fois. Alors, je suis dans la province là qui est en situation difficile. Bon, je suis tellement content d'avoir écouté tout ce qui a été dit par rapport dans cette réunion. Je suis M. Eric, qui est de l'organisation CIFAD, qui est une synergie des femmes actives pour le développement, et qui est en relation avec un contrat de partenariat avec CLES du Burkina Faso. Je pense que non, le docteur Diko est en train de me suivre aussi. Alors, j'avais au moins des petites questions et aussi quelques orientations. Pourquoi, quand vous parlez de l'aide de la diaspora, pourquoi la RDC aussi n'est pas être citée, alors que nous sommes aussi intéressés avec deuxième question, j'aimerais savoir comment nous pouvons aussi avoir peut-être les contacts de ces structures ou organisations de la diaspora pour qu'on puisse essayer d'être en contact avec eux pour essayer d'aider cette population qui est en difficulté ici en RDC. Merci beaucoup. Ok, merci Monsieur Osamipe. Je crois que la fin de la première question, moi personnellement, je n'ai pas entendu, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Moi aussi.
J'ai juste entendu pourquoi l'aide n'est pas et le reste, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, je disais que non, parmi les pays qui ont été cités là-bas, j'ai entendu le Burkina Faso, le Kenya et autres pays là qui peuvent peut-être être bénéficiaires de cette aide de la diaspora. Pourquoi aussi la RDC aussi n'est pas figurée parmi les pays là, de la diaspora qui peut bénéficier de cette aide-là. Ok. Ok, Monsieur Bengali ou Louis, peut-être vous voulez réagir? Oui, merci aux frères depuis Bukavu. Ben, je veux dire que l'objectif, c'est d'organiser peut-être la diaspora congolaise. Et en organisant la diaspora congolaise, en réalité, je m'excuse de le dire, je vais juste étayer sur les concours de SAP. Et puis, les gens aiment vraiment la sapologie, les gens aiment mettre beaucoup d'argent dans la SAP. Et puis, il y a une très forte diaspora de chez vous en Belgique, mais comment les organiser à un certain moment, faire un marketing sur l'aide humanitaire qui va permettre aux gens de s'en sortir. Comment en réalité réorienter les visions, par exemple, de ces sapeurs-là, qui vont dire que, par exemple, je me sape pour telle cause, je me sape pour, etc., etc. C'est des petits concepts comme ça que vous devez essayer d'imaginer et puis apporter l'aide de la diaspora à l'intérieur. Peut-être aller sur des structures qui sont déjà connues. Après avoir contacté les structures qui sont connues, vous organisez une petite campagne de fundraising autour, en réalité, d'une question, notamment les questions de synergie des femmes pour le développement et dans quel projet concret. Parce que souvent, les gens hésitent, comme Madame Savadogo l'a dit, entre-temps, on agit, la diaspora agit, mais souvent de façon individuelle. C'est pourquoi au Burkina Faso, nous avons le Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger qui est en train d'être mis en place et puis qui va essayer d'organiser un peu tout ce qu'il y a comme contribution de la diaspora vers le pays. Donc, l'initiative peut être au niveau central ou bien de l'extérieur, mais c'est à vous de vous organiser. Tout va de l'organisation. Et quand on est organisé et on a une forme de discipline qui est là, je pense que les choses vont suivre. N'essayez pas de voir en réalité des organismes qui sont déjà élaborés et puis bien ficelés. Par exemple, je prends le cas des IDDI quand ils sont venus et on est rentré dans le projet éducatif. Quand la diaspora américaine est venue au Burkina Faso, mais ils sont venus à la Semaine nationale de la culture. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire sur la destination Burkina Faso. Une fois arrivés au Burkina Faso, ils se sont rendus compte, oui, ce qu'on regarde dans la télé, ce n'est pas la réalité du terrain. On n'est pas en train de s'entretuer dans les rues de Ouagadougou. Et puis, on voyage du Bobo à Ouagadougou sans problème à un certain moment. On est dans une situation difficile, c'est vrai, mais arrivé à un certain moment, mais parce qu'on est dans une situation difficile, on arrête tout? Non, on n'arrête pas tout, on essaie de continuer. Comment continuer? Et c'est en ce moment que dans les discussions avec Luis, Lambert Robert et certains autres partenaires, nous avons essayé de voir qu'est-ce que nous pouvons faire sur un projet éducatif. Et dans le projet éducatif, nous avons retenu à un certain moment et en premier ressort l'enseignement à distance. Et qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'enseignement à distance? C'est mettre les gens en contribution, notamment on a eu un Zoom conférence sur ce que nous on appelle les dialogues numériques. Notre premier dialogue numérique a essayé de recenser un certain nombre de points, notamment mettre la partie gouvernementale, les organisations de la société civile, le secteur privé et les universitaires ensemble et réfléchir sur la question. Donc, à partir de ce moment, je vous inviterai, en réalité, si vous avez besoin d'un accompagnement et de notre expertise pour vous conseiller, et il n'y a pas de problème, on reste disponible, mais c'est pas dire que la diaspora va venir, c'est s'organiser et inviter la diaspora pour qu'ils fassent quelque chose avec vous, mais pas de l'argent qu'on va mettre pour mettre, mais de l'argent qui va permettre aux gens de décoller. Et quand les gens décollent, on a une entreprise qui nous permet d'être dans une situation où on va faire du bénéfice, où on va faire du travail qui va ennoblir ces personnes qui sont dans des situations difficiles. Voilà ce que je peux dire sur cette question.
Merci beaucoup, M. Bengali. Je crois que ces échanges sont très riches. Ils sont tellement inspirants. 3 choses que j'ai pu retenir de là. Premièrement, il faut inciter la participation de la diaspora. Et pour inciter la participation de la diaspora, il faut pouvoir leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent contribuer. Et nous avons pas mal d'initiatives. Et je pense que M. Bengali nous a édifié sur des idées innovantes auxquelles je pense la plupart d'entre nous n'a jamais pensé. Comment est-ce que la sapologie pourrait être liée à l'humanité? Ça, c'est quelque chose de vraiment, je dirais, extraordinaire et innovateur pour tous les acteurs humanitaires. D'autant plus qu'aujourd'hui, on cherche à explorer d'autres moyens à travers le secteur privé. Et quand on dit secteur privé, on pense aussi aux individus, notamment et à chaque fois, le défi, c'est comment est-ce qu'on peut engager la diaspora dans le financement humanitaire. Ce n'est pas quelque chose de donné. Et je pense que c'est vraiment des idées qui sont innovatrices et qui méritent d'être analysées davantage. Le deuxième point que j'ai pu retenir et le mot-clé que j'ai entendu depuis de toutes les interventions, aussi bien de Louise que de Bengali, c'est investissement. On comprend qu'il n'y a pas de contribution sans attendre un retour. Il n'y a pas une intervention que quelqu'un de la diaspora ferait, même si c'est un retour social par rapport à sa propre famille ou à sa communauté, il attend quelque chose. Alors, comment est-ce que ça signifie que nous devons repenser même la question de l'aide qui ne sera plus juste comme cette aide que nous avons l'habitude de recevoir comme un cadeau, mais une aide aujourd'hui qui va prendre son vrai sens, l'aide qui attend un retour, parce qu'en réalité, l'aide même actuelle, il y a toujours un retour derrière, mais on ne le voit pas tellement. Mais je crois qu'avec la diaspora, il faudrait qu'on repense la manière de percevoir même cette aide que nous recevons pour accompagner nos différentes communautés. Et puis enfin, il y a cette question qui revient toujours, comment est-ce qu'on garantit que le financement qu'on va injecter pour soutenir nos communautés, pour accompagner l'humanitaire, comment est-ce qu'on garantit la qualité des interventions qui vont être menées sur le terrain, que ce soit par une organisation, que ce soit par un groupe d'individus. Comment est-ce qu'on met en place un système qui va permettre à ce que quelqu'un on va dire ça comme ça, qui investit, c'est un investissement social, quelqu'un qui investit n'ait pas l'impression qu'il a jeté de l'argent par la fenêtre. Donc, je crois que c'est autant de défis qui méritent qu'on puisse réfléchir davantage là-dessus pour voir quel type de mécanisme est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter l'engagement de la diaspora dans la réponse de tous les besoins de nos communautés sur le terrain qui ont vraiment besoin de notre appui, qui souvent, c'est juste, je sais pas, c'est juste 2000 francs, c'est juste une affaire de 5000, peut-être pour acheter un kit scolaire, il y a un enfant qui ne peut pas aller à l'école, qui a juste besoin d'un sac et puis de quelques cahiers, ça ne dépasse pas 10 000 souvent. Pour une personne, ce n'est rien, mais pour un enfant dans une localité où il n'a accès à rien du tout, il n'a même pas de sel, où le sel devient quelque chose de l'or en fait, où vous pouvez imaginer que tu es dans une communauté et même le sel, avec ton argent, tu ne peux pas acheter parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment, comment je vais dire ça, c'est pertinent de pouvoir explorer d'autres possibilités. C'est pertinent de pouvoir voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir engager la diaspora. Et je pense que la diaspora sera d'autant plus engagée qu'elle sera sensible, puisque c'est de sa communauté qu'il s'agit, que ce soit une communauté de ton pays ou d'un autre pays. Ce serait vraiment un honneur pour chaque membre d'un pays d'origine de pouvoir contribuer au développement de sa communauté. Je fais ce petit point-là pour conclure. On a légèrement débordé de 9 minutes. Je vous remercie vraiment infiniment pour la richesse des différents échanges que nous avons eus. Je pense, comme l'a dit Boubacar, il y a d'autres sessions qui vont suivre et qui vont nous permettre de continuer la discussion, qui vont nous permettre de continuer la réflexion, notamment sur les 3 points d'ouverture que je viens de citer là. Je laisse la parole à Boubacar s'il a certainement des points pour conclure avant qu'on ne ferme la session. Merci et
Merci beaucoup, Carole. Merci mille fois pour, en tout cas, cette modération réussie pour ce webinaire. Merci à nos panélistes. Excellence, Maxime, merci. Mon frère, lui, grandement merci pour ce partage d'expérience. Je pense qu'il y a assez d'ouvertures qui ont été faites, assez de webinaires qui peuvent également se réaliser sur les ouvertures qui ont déjà été données. Juste rappeler que on l'a compris plus tôt et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu ce webinaire-là en deux phases. Nous sommes à acte 1 et il y aura l'acte 2 de ce webinaire sur la contribution de la diaspora avec d'autres panélistes, avec d'autres profils, parce que c'est assez large la diaspora africaine et les contributions seront toujours les bonnes pour la réalisation de ce document symbole ou du moins de ce guide-là qu'on aura pour la contribution du secteur privé à la prise en charge de ces questions humanitaires. Voilà donc pour moi, c'est vraiment remercier l'ensemble des participants encore d'avoir également contribué à enrichir les échanges. Nous sommes de profils différents et dire simplement que pour ceux-là qui n'ont pas pu intervenir parce que nous nous sommes fixés un timing, ils peuvent toujours continuer les échanges avec nous à travers donc le site internet www.monsahel.org, mais également à travers notre adresse mail officielle clé@monsahel.org et on pourra à tout moment vous mettre en contact avec leur permission, avec donc nos panélistes pour des coachings, pour des échanges assez personnalisés sur certains aspects de la communication qui a été donnée. Voilà donc ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si Moussa a aussi quelque chose à ajouter. Normalement, on ne parle pas après le président, mais on peut faire tout simplement, voilà, on va faire une dérogation. Il pourra dire juste un mot avant de fermer la session. Merci, au revoir. Chers amis, merci pour cette belle discussion. Moi, je voudrais juste peut-être remettre aussi un élément clé, par exemple, de notre modèle de présentation de la contribution en matière de, que ce soit pour la diaspora ou que ce soit les acteurs locaux vis-à-vis de la diaspora. Leadership Sahel se présente comme un pont. C'est-à-dire que sur le site web dont Boubacar vous a parlé, www.monsahel.org, le but, en fait, c'est que les acteurs locaux puissent avoir une transparence sur cette plateforme. Que chaque acteur local puisse avoir un espace où il peut publier des informations concernant ses projets et ses programmes afin d'être visible de partout dans le monde. C'est-à-dire que demain, dans la construction, dans la co-construction de ces sites web sur lesquels nous travaillons depuis 2021, on espère que les acteurs locaux pourront avoir suffisamment de profils pour que lui, de sa position à Zurich, puisse identifier dans quel qui est déjà présent dans les secteurs sur lesquels il pouvait intervenir et comment contacter, comment travailler avec tel acteur, où sont ses zones de représentation, et on pourra mettre en place un système où il y a la possibilité de faire une analyse ou un tri des acteurs, que ce soit par thématique ou par zone géographique. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect aussi, c'est un espace pour les internationaux, les acteurs du monde international, que ce soit des partenaires étrangers ou que ce soit ceux qui sont du côté de la diaspora, sur toutes les opportunités ou les offres en matière d'opportunités, en matière de financement ou en matière d'investissement qui existent et qui peuvent être accessibles aux acteurs locaux, puissent être partagées et qu'elles soient disponibles sur la plateforme de telle sorte que les acteurs locaux, quand ils vont sur la plateforme, ils peuvent facilement identifier également qu'est-ce qui existe comme environnement, qu'est-ce qui existe en fait comme opportunité à l'extérieur ou opportunité avec notre diaspora qui se trouve à l'extérieur. Donc, ce pont-là est un élément essentiel de la construction que Clé est en train de faire et nous espérons le construire avec chacun de vous et avec chacune de vos institutions dans la transparence. Et à présent, Clé ne bénéficie pas encore de grants, mais
tous les services que nous offrons sont entièrement gratuits et offerts aux acteurs locaux et aussi constituent une base de données pour le développement des acteurs locaux et des acteurs qui sont débutants et qui ont envie de développer leur potentiel dans les différents domaines que nous avons cités. Donc, on est non seulement un pont entre la diaspora et entre les internationaux et le Sahel et vice-versa, mais aussi une banque, et comme vous l'avez compris, c'est une banque sans argent, mais une banque de connaissances. Et les connaissances, plus que toute autre richesse, ce sont des éléments qui ne tarissent pas, que nous mettons en commun et pour les rediffuser comme dans un miroir. Et nous espérons que ce faisceau viendra de chacun d'entre vous pour enrichir nos potentialités et nos capacités tous ensemble. Sur ce, moi, je vous remercie et je vous retourne la parole présidentielle. Voilà qui est bien dit. Merci Moussa. Et on se dit au revoir, très bonne fin de semaine, bon week-end et au prochain webinaire.